Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va commencer avec de la littérature ce soir et avec Éléonore de Duve qui signe un roman qui s'appelle Donato. Donato, c'est un mineur italien qui, comme beaucoup d'autres, est venu travailler dans les mines en Belgique. Comment reconstituer la vie de Donato? C'est un petit peu le défi de ce roman, avec un style particulier qui vient d'ailleurs d'être récompensé puisque Éléonore de Duve vient de recevoir un prix littéraire, un des espiègles prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ira ensuite du côté de la musique avec Thomas Champagne, saxophoniste, qui vient nous présenter un nouvel album, Kit It Up, et puis on restera dans la musique, mais par le biais de la bande dessinée avec Interlude, et on recevra la dessinatrice de cette BD, Célia Ducajou. Notre micro ouvert, ce sera avec le slammer Nadjad, il sera accompagné du guitariste Nathan Colson. Le programme est riche, restez avec nous, nous sommes partis. Bonjour Éléonore de Duve. Bonjour. Avocate et romancière, on doit dire avocate pour l'activité professionnelle et romancière pour le hobby, ou c'est plus compliqué que ça? Ça c'est tout de suite une grosse question. Ce sont deux activités. Je ne vois pas l'écriture comme un hobby, je le vois comme un travail, mais comme un travail que j'adore faire. Et pourquoi est-ce que je ne le vois pas comme un hobby? C'est une bonne question aussi. Du coup, peut-être parce qu'on a cette tendance à séparer la vie entre les moments de la vie et que la vie professionnelle prend beaucoup de place. Alors du coup, comme l'écriture prend une certaine place, je la case dans la vie professionnelle. Ouais. Je ne sais pas si c'est correct. Elle prend quelle place l'écriture aujourd'hui? Elle en prend de plus en plus chez vous? Au quotidien, actuellement, elle n'en prend pas beaucoup parce que le quotidien est assez dense, malheureusement. Mais disons que j'essaye de débloquer des périodes longues pour pouvoir écrire et que je bataille pour trouver ce... Ouais. Vous n'écrivez pas 1 heure par jour, c'est plutôt... il faut plus de temps que ça. Il me faut du temps, ouais. Il me faut du temps pour être immergée, non pas tant dans le texte, mais pour... une fois que je suis dedans, j'avance et je ne sais plus tellement le lâcher. Donc 1 heure par jour, ce n'est pas mon rythme, mais peut-être que ce sera un jour mon rythme. Je n'exclus pas de rythme, juste... Là, ça n'est pas le mien. Ouais. Alors, on va parler de Donato, roman qui est déjà paru il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas, mais qui vient d'être primé, qui a reçu un espiègle, oui, donc un des prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avant de parler de Donato, de ce personnage, juste préciser que vous êtes quelqu'un de très sérieux dans la vie professionnelle, avocate auprès de la Cour de cassation. Non, moi pas, c'est mon patron. Ouais, c'est votre patron, mais vous avez été maître assistante à l'ULB, à l'UC Louvain, si je ne me trompe pas. À Namur. À Namur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, préparer des dossiers juridiques, plaider, ça ne me suffit pas, je dois écrire? Bon, alors moi, je plaide pas, mais j'écris. Donc le métier que je fais, c'est chercher et écrire. En fait, et c'est aussi ce que je faisais à l'université, chercher et écrire. Donc je crois que le fil, il se tend facilement vers l'écriture. Parce que ce que j'aime dans le processus d'écriture de textes autres que juridiques, pour ne pas fixer un genre, c'est la recherche et puis la mise en forme. Voilà. Ouais. Alors, on va parler de Donato. Donato, c'est un personnage qui est un mineur italien, originaire d'Italie, des Pouilles, si je ne me trompe pas, oui, qui arrive dans la région de Charleroi pour travailler à la mine. Première question, c'est un personnage complètement fictionnel ou il y a un rapport avec quelqu'un que vous avez connu? Oui, non, Donato, c'est pas un personnage.
C'était une personne. Dans le texte, je prends la voix de Clio, sa petite fille, même si moi, je n'étais pas sa petite fille, à Donato, et je l'ai connue. Et le point de départ de mes recherches a été cette honte que j'avais de connaître très mal la trajectoire de ces hommes. Et j'ai connu Donato à un moment où il était mutique, comme dans le texte, du fait de la maladie de Parkinson qui menait à bout, ne lui laissait plus le langage. Et ses propres, sa fille, ses petits-enfants l'ont bien connu, mais sans connaître toute une partie de sa vie, comme ça arrive souvent. L'ont bien connu et ont tissé des liens intenses. On peut dire que c'est un hommage à l'immigration italienne, ou en tout cas aux mineurs italiens qui sont venus gagner leur vie en descendant au fond de la mine. Je ne sais pas si je sais pas si c'est un hommage, mais en tout cas j'ai voulu chercher qui ils avaient pu être ou qui Donato avait pu être. Mais j'ai l'impression que le mot hommage est trop grand pour un simple texte. Ouais. Alors, c'est pas un simple texte. Je vous propose de le prendre d'ailleurs, si vous voulez bien, Éléonore de Duve. Le livre, il est à votre gauche. Soit vous ouvrez une page au hasard, soit vous choisissez un petit passage. Je vous propose de nous lire 4-5 lignes. Ça nous permettra de nous faire un petit peu une idée de votre style, du rythme que vous employez, de l'univers dans lequel on se trouve. Donc voilà, choisissez un petit passage, pas trop long, et on vous écoute à la lecture. C'est Donato par Éléonore de Duve. Alors on est dans un passage peut-être un peu sociologique. J'avais écouté des mineurs parler de leur métier. J'avais écouté une émission. Voilà. Parfois, les mineurs craignent de se vanter. Ils disent ces phrases: « On va croire que je me vante, je ne veux pas me vanter ». Chacun explicite sa position. Un porion d'aérage dit « Je mesurais le gaz, je répandais l'air ». Le surveillant dit « J'ai le porion ». Un sauveteur: « J'ai arrêté quand j'ai eu peur de défaillir. Je ne pouvais pas faire ça, défaillir. J'avais 30 ans au secours. » Un pompier dit « Mon boulot, c'était l'exor. Tu vois, fallait pas que les voies s'affaissent avec toute l'eau. Je suis restée jusqu'à la fermeture. Si je partais, je savais, on ne m'aurait pas remplacée. » Un abatteur dit « J'étais pas intéressée par monter en grade. Le cœur du travail, c'était ramener le charbon. » Et les morts disent « On n'a rien lâché. » Voilà, c'est important. Extrait donc de Donato, c'est plutôt un passage vers la fin de l'ouvrage où on parle effectivement de ce qu'a été la vie dans les mines. Avant d'arriver à ce passage, il y a quand même la quête de Donato. Parce qu'on dit que ça parle de Donato et des mineurs, en réalité ça parle aussi beaucoup de Clio et de la manière dont elle imagine la vie de Donato. C'est ça en fait le vrai sujet de votre livre. C'est sûrement aussi un vrai sujet. Comment, disons une question qui m'anime, c'est l'idée de savoir comment on peut rendre compte de quelqu'un de sa vie sans tout à fait, sans mentir. Ouais. La biographie, elle était impossible. Et même quand on a très très bien connu quelqu'un par les mots, on n'est jamais sûr que... je peux vous dire aujourd'hui que j'adore ceci et de la façon la plus honnête, dans 3 semaines, avoir un peu changé d'avis. Et c'est d'autant plus difficile quand la personne, en l'occurrence Donato, ne parle plus. Il y a une très très jolie scène dans le début du roman qui est la visite dans une maison de repos de cette petite fille qui, comme son grand-père ne lui répond pas, se met à imaginer plein de choses et on suit le fil de la pensée. C'est votre style d'écriture? Essayez de suivre le fil de la pensée qui nous emmène toujours ailleurs.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'assez personnel là. En fait, quand j'ai commencé à vouloir écrire, j'aurais bien voulu être plus sèche, peut-être coller plus au personnage de Donato, mais en fait, j'en étais pas capable. Et comme j'étais aussi à un moment où je cherchais, disons, ma voix, je me suis dit que ne pas la garder telle qu'elle est, garder ma façon de tourner, ma façon de chercher, c'était une façon de faire, tout en essayant de respecter le plus possible la façon de Donato. Au début, je trouve que Clio, elle est un peu injuste avec son grand-père. Elle n'est pas très patiente. Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre le livre? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous sélectionner un passage plutôt dans le début, s'il vous plaît? Peut-être soit dans la maison de repos, soit en Italie, qu'on entende votre style et peut-être une autre description, si vous voulez bien. D'accord. Attendez, je cherche. Éléonore de Duve, Donato. Ce passage, peut-être qui rend compte de ce qu'on dit maintenant. Mon grand parjure dans cette entreprise est celui que j'admets de ne pas respecter l'avarice en mots de mon grand-père taiseux et d'écrire naturellement comme je suis, volubile et onduleuse. Je m'excuse de ce mensonge grossier du texte, risquant de s'élaborer en longues phrases, enrubannées, en mouvement. Mais je mentirais davantage en prétendant transcrire les choses à la manière du personnage. Je devrais les passer sous silence pour lui être fidèle, me faire à son image. À son égard partant, m'arrêter illico, ne rien partager, ou me contenter d'une carcasse, de quelques mots vacants, auparavant gommés, et altérer avec minutie les raclements du français, tandis que Donato rêvait pour sa part, à mon avis, en Italie, dans son bel italien bâtard, matiné de Sistranais, cette langue maltraitée dont j'ignore même le babillage. Voilà, petit extrait. C'est intéressant cet extrait, Éléonore de Duve, parce qu'on a dit romancière. Et moi, quand j'ai lu votre roman, je me suis dit, en fait, c'est pas un roman, c'est un très long poème. Je me pose pas tellement la question de la forme de ce que je fais quand j'écris. Et je crois que en fait, les chapitres de Donato, on a la réalité, voix chorale, pastorale, énigme, ellipse et perspective, noir, un livre de recettes. Et j'ai l'impression qu'en utilisant différentes formes littéraires ou différents genres, on aborde différents sujets, que chaque sujet ne peut pas être abordé de la même manière. Donc je ne le vois pas forcément comme un long poème, Donato, même si... un kaléidoscope pour essayer d'approcher une réalité qui nous échappe. Et peut-être que, par ailleurs, le rythme, le vocabulaire, parce qu'on doit le secouer pour trouver quelque chose. J'adore la poésie, je lis beaucoup de poésie, donc j'imagine que... Mais ça se sent. Et il y a quelques mots inventés aussi. Oui, sûrement. Mais parfois, quand on cherche un mot et qu'on ne l'a pas exactement, quotidiennement, on invente des mots, non? Moi, ça m'arrive souvent de chercher un mot, de ne pas l'avoir et de faire un mot, de tout fait. Je crois qu'on fait beaucoup ça, les enfants font beaucoup ça. Ça s'appelle Donato. On vous invite à lire ce roman qui est un joli coup de cœur avec un style d'écriture très particulier, très riche, des endroits où la ponctuation a disparu, des gros carrés noirs qui apparaissent dans la typographie à la fin, et puis surtout cette quête et cette interrogation, comment on peut parler d'une vie quand celui qui a vécu cette vie ne veut plus en parler, et puis décrire l'Italie de l'avant-guerre, la misère aussi, les injustices, et puis tout ce qui est arrivé ensuite en Belgique. Merci beaucoup, Éléonore de Duve. Est-ce que vous aimez la musique? Oui. Est-ce que vous travaillez en musique? Est-ce que je travaille en musique? Oui. Qu'est-ce que vous écoutez? Là, en ce moment, j'écoute un peu de musique classique, mais je mets plutôt une playlist, mais j'ai mis Donato en musique avec une musicienne formidable, Radio Ito. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, on ne connaît pas, mais peut-être qu'on l'invitera une autre fois. Je vous propose de rencontrer Thomas Champagne. Super, merci.
Thomas Champagne, donc saxophoniste. D'abord, peut-être ce qu'on vient de dire, l'histoire des mineurs italiens, la difficulté à raconter leur histoire et la difficulté des mots pour décrire quelque chose qu'on a du mal à saisir. Ça vous parle ou pas? Bien sûr. Non, je trouve ça toujours intéressant de découvrir un nouvel univers, une thématique. Je pense que si on reste toujours dans ce qu'on fait, on finit par tourner en rond. Et donc découvrir d'autres univers, découvrir d'autres grandes choses comme ça, par exemple, je veux dire, c'est pas quelque chose que je connais spécialement. Mais le fait de raconter une histoire avec des gens qui ne veulent plus en parler, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Je dirais avec plaisir. On va parler de musique avec vous. C'est un groupe qui s'appelle Random House, avec lequel vous tournez depuis quelque temps. Il y a des changements de personnel, il y a des difficultés parfois à réunir tous les musiciens. Vous travaillez avec un musicien américain sur ce projet. Ouais. Mais c'est pas vraiment. Évidemment, il y a la difficulté financière, mais en fait, c'est aussi. On a été en quintette, en quartet pendant quelques années, et puis on a été en quintette depuis déjà 2 albums avec un trompettiste new-yorkais qui s'appelle Adam O'Farrell. Et donc il est venu, on a fait quelques tournées, ça a quand même duré plusieurs années. Et donc à partir de cette tournée-ci, effectivement, il y a un changement de trompettiste. Et maintenant, on va jouer avec Pierre-Antoine Savoya, qui est un trompettiste français de la région de Lyon, mais qui a étudié une partie de sa scolarité à Bruxelles. Et alors, sinon, le quintet est resté le même pendant 10 ans. Et donc, à partir de cette tournée-ci, on vient de changer de batteur aussi. Et donc, Alain Deval a enregistré tous les albums et a fait toutes les tournées avec nous. Et à partir de cette tournée qui commence, c'est Yves Peters à la batterie maintenant. Et alors, je vous propose qu'on voit un premier extrait de ce nouvel album de Thomas Champagne. Ça s'appelle Keep It Up. Voilà, la guitare de Guillaume Vierzet. Je vais me tourner vers Éléonore de Duve. Première réaction à ce que vous venez d'entendre. Si vous deviez écrire sur cette musique, ça donnerait quoi? C'est une excellente question. J'imagine que ça insuffle un chouette rythme. Enfin, c'est vrai que ça donne envie de suivre le rythme de la musique pour trouver quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça donnerait, par contre. Et les émotions que ça a provoquées chez vous, ces quelques secondes de musique? C'est une bonne question. Thomas Champagne, quelle émotion ça a provoqué? C'est une bonne question. La question des émotions... On est dans l'énergie quand même. Oui, on est quand même dans l'énergie. Après, je pense que ce qui est intéressant à la question des émotions, c'est que les émotions, elles dépendent toujours de l'état dans lequel on est à ce moment-là. Et donc là, il y a une découverte, on est dans une émission, et donc c'est... Et donc, je pense que toutes les musiques peuvent être soit dynamisantes, soit relaxantes, en fonction du contexte. Mais ici, c'est clair que
que c'est quand même un morceau plutôt Énergisant. énergique. Ouais. Alors on a les codes du jazz, mais dans ce projet, et c'était déjà le cas pour l'album précédent, Thomas, on sent qu'il y a justement quelque chose, une pulsion ou un cri qu'on associerait plutôt au rock. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment ? Tout à fait. J'aime bien quand tu dis une pulsion, parce qu'il y a évidemment le côté premier, c'est de dire, quand on entend tout l'album, il y a le côté guitariste, donc ça fait un peu rock parce qu'il a des moments où ça rentre un peu dedans, et puis parfois la batterie aussi, il peut avoir une énergie du rock, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un truc dans l'énergie du groupe. On a un background jazz, mais j'aime bien l'idée d'un peu casser les codes et d'avoir cette énergie du rock dans le sens où parfois c'est un peu plus rentre-dedans, c'est un peu plus direct le rock par rapport à certains styles de jazz. Après, je ne dis pas que j'aime pas les autres styles de jazz, que je fais aussi par ailleurs, mais donc c'est assez particulier dans Random House, c'est ce côté un peu énergétique, on va dire. Il y a une pulsion de vie. Probablement, ouais. Quand on dit pulsion, ouais. Il y a un côté un peu On le brutal aussi dans cette musique. Et en même temps, on voyait les images dans le studio d'enregistrement. Vous avez l'air tous extrêmement concentrés et à l'écoute. Les images ne sont pas du tout brutales. Enfin, du coup, oui. Voilà. Ben oui, je pense qu'il y a une énergie du rock, mais c'est pas toujours, ça ne veut pas toujours dire punk avec les cheveux en l'air. Donc l'énergie, c'est aussi ce côté peut-être avoir envie d'être assez direct avec la musique par rapport même à l'harmonie, où parfois il n'y a que quelques accords, où il y a une ligne de basse, et c'est assez clair en fait sur certains morceaux. Comment ça a commencé cette aventure Random House ? C'était à Avignon, c'est ça ? Oui, j'en profite. Et c'était il y a 10 ans déjà ? C'était il y a 10 ans, absolument. J'en profite pour citer Ruben Lamone aussi à la contrebasse, que j'étais pas encore, dont on n'a pas encore parlé. Et donc le tout premier quartet, c'était donc Guillaume Virset, Ruben Lamone, Alain Deval et moi en quartet. Et puis on a été invité à Avignon, on a eu une résidence et c'était très gai parce que pendant une semaine on était tous les jours en train de bosser et tous les soirs en train de jouer à l'apéro. Donc c'était un concert à 18h et tous les soirs étaient filmés. Donc ça c'est très gai, je trouve, comme musicien, d'avoir ce côté où on vit directement ensemble, et en plus comme groupe, soit ça marche pas. Et vous le faites pas souvent alors ? À ce point-là, en tout cas directement quand on commence un groupe, c'est rare. Maintenant, avec le temps, on fait parfois une résidence de 2-3 jours pour bosser des trucs, mais donc voilà. Et puis après, donc premier album en quartet, deuxième album avec l'invité américain, et ici c'est notre troisième album. Et au milieu, il y a eu un petit peu de Covid et tout ça, donc voilà. Je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur l'idée de la reconnaissance. Quand vous allez en Avignon, je ne sais pas si vous êtes invité, si c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est derrière ou si ça n'a rien à voir. Je sais que pour Éléonore de Duve, il y a maintenant un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que l'idée d'être primé, l'idée d'être reconnu, parfois par des autorités culturelles ou parfois par des pairs, d'autres jazzmen ou d'autres écrivains qui diraient du bien de ce que vous faites, est-ce que c'est pour vous, l'un et l'autre, important ? À toi, l'honneur. Tu veux que j'y aille ? Comme tu veux. Moi, je ne crois pas que ce soit important, parce que moi, quand je travaille, je suis dans mon bureau et c'est plutôt ça qui m'importe le plus. Mais cette reconnaissance, elle pousse au sens où elle te permet de continuer à faire ce que tu fais. Une sorte de validation comme ça. Quelque part, oui. Et une compréhension. Les gens comprennent un peu mieux ce que toi-même tu fais dans ton bureau. Et les gens, c'est peut-être moi, mes proches. Ouais. Et puis ça te donne, quand tu as du temps, tu as généralement de l'argent, pour une résidence. Et donc tout ça, donc moi c'est plutôt comme ça que je le vois. Je sais pas toi. Il y a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où ça fait plaisir, même si c'est pas essentiel. Mais parfois on est quand même dans un travail personnel où on doit continuer. C'est un peu le thème aussi de l'album Keep It Up, c'est de dire quoi qu'il se passe, parfois c'est positif, parfois c'est négatif. On continue. Et je crois que c'est un peu ça qui fait le musicien ou l'auteur, c'est de dire parfois tu fais un livre qui est chouette et qui a un succès, qui a un prix, et peut-être que 3 mois après, il faut recommencer à écrire, il faut recommencer à pousser des portes, il faut recommencer. Et donc la petite reconnaissance, c'est quand même la petite touche qui fait il y a des gens qui ont apprécié ce que je fais.
et même pour soi, pour se dire, allez, ça donne un boost quand même dans l'énergie, je pense. Alors, on va se donner un nouveau boost. On va écouter un nouvel extrait. Ça s'appelle Uncertainties, extrait donc de ce nouvel album du groupe Random House avec Thomas Champagne. Thomas Champagne, alors les plus observateurs auront noté qu'on est près de chez vous, à Forêt, dans le sud de la région bruxelloise. Saint-Gilles. Saint-Gilles, pardon, excusez-moi. Forêt, Saint-Gilles, on est voisins, mais c'est parce que cette vidéo-là, elle est... Elle est à Saint-Gilles. Bon, alors, toutes mes excuses aux Forestois et aux Saint-Gillois. On les aime tous on a les changé deux. d'ambiance, là on est dans la beauté, dans l'introspection, dans le calme. Tout à fait. J'ai juste envie de citer Caroline Poisson qui a fait les deux clips qu'on vient de voir au passage. Oui, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, et c'est un peu la thématique de ce morceau-là, et donc du clip, c'est Uncertainty, c'est donc les incertitudes, les doutes et tout ça. On aurait presque j'avais envie de fermer les yeux, et puis de se laisser un peu aller. Et puis il y a cette basse qui vient et qui te dirait bon, là maintenant tu peux Allez, revenir. on peut se réveiller. Ouais. Reviens. L'album s'appelle Keep It Up. On va signaler que c'est une nouvelle maison d'édition. Enfin, c'est une maison d'édition qui se met à faire de la musique avec vous, Thomas. Ça Absolument. s'appelle Bleu d'Anvers. C'est quoi l'histoire? C'est aussi des histoires d'amitié et de relations? Voilà, pour faire court, Renato Baccara a une maison d'édition a fondé une maison d'édition qui s'appelle Édition Bleu d'Anvers, principalement avec des livres ou des romans graphiques, et depuis récemment, il a aussi sorti 2 livres de poésie de Peter Comol et de Renato Baccara. Et donc, entre nous, c'est une longue histoire d'amour, c'est l'amitié depuis presque 30 ans, on a joué ensemble, j'ai été sur 2 albums à lui, j'ai un projet qui s'appelle Gribou Jazz, qui est du jeune public, et c'est Renato qui a fait une partie du travail visuel. Et voilà, on a plein de projets en commun. C'est lui qui a fait la pochette de mon premier album en trio en 2008, je pense. Et donc, voilà, c'est une longue histoire. Et donc, après avoir fait sa maison d'édition... ça devient une maison de disques. Ça devient un label, Voilà. exactement. On va signaler qu'il y aura une présentation de cette maison de disques et la présentation de votre album en concert. Ce sera la Jazz Station, ce sera le 12 décembre prochain. Donc ça, c'est la prochaine date à ne pas rater. Qu'est-ce que vous retenez de l'univers de Thomas Champagne que vous venez de découvrir, Éléonore de Duve? Je retiens que c'est un univers que je connais sans doute pas bien non plus, et que j'aurais envie de suivre des musiciens dans leur travail. Ouais.
Bon, ben voilà, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller écouter Champagne et que ça vous donnera matière à un des prochains travaux d'écriture. Il y a un autre livre à votre gauche, si vous voulez bien le prendre. Oui. Je vous demande de ne pas l'ouvrir. Je vous demande de regarder juste la couverture, de la montrer à Thomas et de me dire l'un et l'autre qu'est-ce que vous imaginez comme histoire. Waouh. C'est intense. C'est intense, oui. Ouais. Il y a clairement des soldats, donc il y a certainement une histoire de guerre, et puis il y a un piano, donc il y a une histoire de musique. Déjà, c'est deux bons indices. Ouais. Puis visuellement, c'est très beau, ça doit être une BD, donc. On voit la tragédie tout de suite, non ? On voit la tragédie tout de suite. On va accueillir Célia Ducaju. Bonjour Célia Ducaju. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, d'expliquer à Eleonore et à Thomas qui vous êtes ? Oui, bien sûr. Je suis dessinatrice et j'ai aussi fait les dessins et les couleurs sur cet album en collaboration avec Céline Peters qui a fait le scénario. D'accord. Je me suis formée à la bande dessinée et je fais tout ce qui est art visuel, donc je fais aussi de la peinture et donc les couleurs pour moi sur cet album c'était très important. C'est votre combienième BD ? C'est la première bande dessinée pour moi et pour Céline. D'accord. Donc c'est une première œuvre. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Thomas et de ce qu'a dit Éléonore ? On sent le drame ou la tragédie et ça va parler de musique et de guerre. Est-ce qu'ils sont dans le bon ou pas ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'aide de notre éditeur pour cette couverture. C'est toujours difficile de faire une couverture à la fin. On a tout en tête, on est plongé dedans, c'est difficile d'avoir du recul. Et donc c'est vrai qu'on a eu une grande aide de la part de notre éditeur Dargaud là-dessus. Et pour avoir vraiment ces deux aspects, la musique et puis la période historique dans laquelle on a basé cette histoire, qui est inspirée de faits réels de cette période. Et pour nous, mettre le piano sur cette couverture et la neige, c'était important pour la visée musicale, poétique aussi de cette histoire, même s'il y a cet aspect tragédie, on voulait qu'il y ait cet aspect déjà qui soit visible de lumière qu'apporte la musique. D'accord. Alors je vous propose qu'on voit quelques-uns de vos dessins, Célia, et puis peut-être que pendant qu'on voit les dessins, vous nous expliquiez le pitch de cette histoire. On a parlé de piano. Le piano, c'est presque le personnage central de Interlude. En tout cas, il fait partie des personnages principaux. C'est vrai qu'on voit plutôt ça comme un quatuor. Donc, il y a les trois personnages et le piano. Donc, pour nous, c'est vrai que le piano, c'est un personnage à part entière. Et cette histoire, en fait, elle est inspirée de faits réels. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Steinway Hanson, qui est un constructeur de pianos, va, en collaboration avec le gouvernement américain, construire des pianos de guerre qui ont un format très particulier, une couleur aussi la même que les uniformes, et va les envoyer sur les différents fronts pour remonter le moral des troupes. Et c'est une histoire méconnue dont on s'est basé pour inventer une fiction, et cette histoire basée dans les Ardennes belges, vu qu'on est toutes les deux belges, et de ces trois soldats, et donc une aventure avec plein d'émotions, et voilà. Ouais. Alors, on va peut-être voir deux photos, si vous voulez bien, et on va les commenter ensemble pour prouver que ces pianos ont réellement existé. Donc, première photo, qu'est-ce qu'on voit là, Célia ? Oui, alors en fait, ces pianos étaient dans des caisses qui étaient construites sur mesure et qui faisaient que le transport pouvait être plus adéquat, parce que c'est vrai que transporter un piano, on se dit pourquoi ils ont fait ça, ça peut être assez fragile. Bon, déjà, c'était construit avec des matériaux spécifiques qui peuvent être plus résistants, mais il y avait cette caisse qui pouvait être aidée pour le transport dans lequel on trouvait ces pianos. Voilà, et deuxième photo, on voit le piano une fois qu'il est sorti de la caisse. Voilà, ouais. Ouais. Ces pianos, dans votre histoire, par exemple, ils sont largués par parachutage dans les Ardennes belges. Oui, ça s'est vraiment passé arriver. Comme ça ? Ça pouvait arriver, donc il y en a quelques-uns qui ont été parachutés. Sinon, ça pouvait arriver aussi par camion, par bateau, évidemment. Mais on trouvait l'anecdote de se dire qu'ils avaient choisi d'en parachuter vraiment excellente. Je pense qu'ils n'ont pas tous survécu, mais
Mais on trouvait ça très poétique aussi, en fait, que ça arrive par les airs. Ouais. Thomas Champagne, vous qui êtes musicien, donc Steinway, évidemment, grande marque de piano, vous connaissez. Est-ce que vous connaissiez cette histoire de ces pianos de la Seconde Guerre mondiale? J'avais déjà entendu parler, pas du parachutage, ça c'est nouveau, mais j'avais déjà entendu dire qu'ils envoyaient des pianos pour remonter le moral des troupes. J'avais déjà entendu cette histoire, ouais. Ouais. Alors ce sont des pianos, Célia, vous me corrigez si je me trompe, mais qui sont un peu plus petits que les pianos traditionnels, ce sont des pianos droits, ils sont un petit peu plus résistants, et il faut préciser aussi qu'il y a eu une dérogation, parce qu'à l'époque, toute l'industrie était centrée sur l'effort de guerre, on ne pouvait pas utiliser du métal et des choses de ce genre-là, et donc Steinway a eu une dérogation pour continuer à fabriquer des pianos, c'était interdit sinon. Oui, c'était interdit, tous les métaux, puis le bois. Et en fait, Steinway, à cette époque-là, donc ils ont cette grande usine à New York où, à la base, ils produisent ces magnifiques pianos. Et puis, en fait, ils se mettent à construire des cercueils, des ailes d'avion. Et donc, pour eux, c'est vraiment un coup dur aussi. Donc, je pense qu'il y a une motivation forte quand il y a ce projet de piano dans cette période-là qui leur rend aussi la force de continuer dans cette usine où aussi tous les jeunes sont partis à la guerre. Donc voilà, il y a vraiment une décision commune qui est trouvée pour mettre la musique au premier plan de nouveau. Ouais. Alors on a vu quelques-uns de vos dessins, on va peut-être les revoir en partie, et je vais demander de nouveau à Éléonore de Duve d'aller puiser dans ses émotions et de nous dire ce qu'elle ressent quand elle voit vos dessins. On ressent tout de suite la tristesse et puis oui, moi je ressens pas forcément étrangement la joie du piano immédiatement. Ouais, on sent la difficulté, mais aussi en raison de la neige, du froid, oui, c'est vrai qu'on voulait montrer ce décalage entre cette période-là qui est vraiment très froide, très dure, qui traîne beaucoup. Et quand il y a les scènes musicales, moi je voulais vraiment qu'il y ait des sortes d'apparitions lumineuses et qu'on ait cette chaleur de la musique. Et donc c'est vrai qu'il y a ce contraste-là qui est très fort. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'on voit beaucoup de vert et des rouges. Entre les tons chauds et les tons froids, il y a vraiment... c'est ça, vraiment... ces deux ambiances. C'est très beau. Alors on va suivre des soldats américains dans cette BD. Et on va pas tout dire de la BD, mais il y a une scène clé quand même, c'est que les Allemands arrivent et qu'on a donc un groupe de soldats qui doit fuir. Il y en a qui refusent de fuir, ils veulent s'occuper du piano. Ça, c'est le début de l'histoire un peu. Oui, c'est ça. Il y a un ultimatum, quoi. En fait, on a écrit avec Céline cette histoire pendant le confinement et c'était à la période où il y avait toute cette question de qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et justement, cette interrogation par rapport à la culture, la musique, les spectacles. Et en fait, ce mot-là, il est un peu resté et on s'est dit, pour nous, ces trois soldats-là principaux dans nos personnages, ils vont se dire que c'est la musique qui est essentielle et quitte à y laisser leur vie. Par contre, il y a vraiment tout ce contexte de hiérarchie, d'ordre, c'est pas essentiel, il faut le laisser là. Et donc, il y a un ultimatum qui est donné. Vous pouvez vous coltiner le piano si vous voulez pendant 48 heures, mais après ça, si vous ne nous rejoignez pas, vous êtes déclaré déserteur. Et donc, c'est vrai que ça commence comme ça. Ouais, donc ça, c'est le début de l'ouvrage. Le rapport à l'autorité, Éléonore de Duve, Donato, il l'a vécu comment ? Je crois que dans le texte, j'évite de parler pour lui et je tourne un petit peu... j'essaye de montrer sans parler pour lui. Alors du coup, là, c'est difficile de parler pour lui. Je crois qu'il a avancé et il a fait ce qu'on lui demandait de faire et ce qu'il avait à faire pour vivre dans des conditions matérielles meilleures après. Ouais. Il faut dire quand même qu'il fuit la misère au début de Donato et l'injustice. Si vous décrivez des scènes en Italie, on a des envies de vengeance quand même. Oui, j'imagine qu'on a des envies de vengeance. Ouais. Soi-même, on a Enfin, moi, en tout cas, j'ai des envies de vengeance. Mais je ne sais pas si lui avait cette envie de vengeance-là. De ce que je connais réellement de lui, c'était quelqu'un de calme et de bon. Voilà. On sent dans toutes vos réponses, Éléonore de Duve, qu'il y a une difficulté à être
avec un pied dans une œuvre romanesque, donc en partie fictionnelle ou en partie emportée par votre écriture, et un espèce de devoir d'exactitude, de fidélité et de vérité vis-à-vis d'un personnage qui n'est pas un personnage, qui est une personne qui a réellement existé. C'est ça votre dilemme? Oui, une espèce d'éthique que je cherche, je crois expressément dans le texte, et que je trouve pas forcément, mais que je cherche en tout cas. Ouais, ça c'est vrai que j'avais lu le philosophe Lévinas. Bon, j'ai pas tout compris, mais et je l'ai relu, et j'ai toujours pas tout compris. Mais il exprime ces choses sur le visage qu'on peut jamais contenir, qui nous transcendent le visage de l'autre, qui est comme et tu peux jamais tout. Quand bien même tu connaîtrais quelqu'un par cœur, tu le connais jamais vraiment par cœur. Il y a toujours des zones d'ombre ou des incertitudes, et donc ça c'est une petite musique qui me voilà que Mais j'ai en vous avez tête le quand je sentiment que votre roman, il appartient aussi à Donato, et que parler du roman, c'est forcément parler de Donato? je suis pas sûre de comprendre bien la question. Je sais pas si vous... C'est fait exprès. Que parler du roman, c'est aussi parler de Donato. Mais du coup, j'ai du mal à y répondre. Disons que parler de toutes les incertitudes qui sont... non, c'est plutôt comme ça alors que par la négative, on peut aussi montrer quelque chose, ou en disant je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si on additionne les je ne sais pas si, à la fin, on a des possibilités. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens. Ça fait sens. Célia, je vous interroge sur la même question, cette question de la fiction et des faits réels. Vous partez, vous, d'un fait réel, et vous n'avez pas de problème à dire, bah non, notre BD, c'est de la fiction, et on sait que c'est de la fiction. Vous n'êtes pas dans la même position qu'Éléonore. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en plus, on ne pouvait pas tout à fait se baser que sur des faits réels et faire un documentaire. Et puis nous, ça nous paraissait important aussi pour le plaisir d'écrire et de construire une histoire, de partir sur une fiction inspirée de faits réels. Mais en fait, même si on avait voulu, on a contacté beaucoup de spécialistes, on a fait beaucoup de recherches, mais il manque pas mal d'aspects pour construire tout à fait un documentaire. Et puis, je pense même, comme tu l'as dit, en fait... même si on a toutes les informations, il nous manque toujours des choses. Donc il y a aussi une part de point de vue personnel et de fiction quand on crée une œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette construction-là, même si pour nous elle a été différente parce qu'il y a une part de fiction qui l'emporte. Mais... Puis on imagine que ça a pu exister. Enfin, si vous y avez pensé, c'est que peut-être vous auriez, dans les mêmes conditions, fait quelque chose de semblable. Enfin, je ne sais pas si... Il y a peut-être le fait que c'est aussi, chez Donato, c'est une personne que tu connais. Oui, bien sûr. Et quand on connaît personnellement quelqu'un, on a envie de faire référence à une réalité. Oui. Mais c'est vrai que dès que la personne devient un personnage, eh ben, on peut prendre des libertés, on se demande toujours jusqu'où on doit aller prendre cette liberté parce qu'un personnage reste de la fiction, même s'il est inspiré de... Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est là je pense que c'est quand même une limite très difficile. Qu'est-ce que tu veux raconter, toi, dans ton album, du coup? Si on peut... Sur les personnages. Oui, il y a un petit peu... Moi, j'aime bien cette idée d'incertitude, puisque c'est un des titres de morceaux. Mais sinon, c'est vrai, qu'est-ce que je veux raconter dans cet album? Non, j'ai pas mal réfléchi, parce qu'on est dans un monde moderne où on est obligé de faire des petites vidéos pour raconter des histoires. Ça fait partie de notre métier de musicien et d'artiste. Et c'est vrai que, par exemple, le message de Keep It Up, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté toujours aller de l'avant. Mais c'est quelque chose que je sens depuis pas mal d'années, c'est que ce qui fait l'artiste pour moi, c'est le fait qu'il continue. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont doués ou moins, il y a des gens qui, évidemment, il faut beaucoup travailler, etc. Mais il y a un moment où quand tu fais, il faut garder l'énergie, continuer. Ouais. Et parfois, il y a un succès, il faut continuer. Et ça, c'est quand même quelque chose que je commence fortement à sentir, de continuer toujours à aller de l'avant dans cette énergie. Donc je pense que ça, c'est un des messages du disque. C'est un bon résumé de la vie, de manière générale. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas que les artistes, c'est un peu la même chose pour tout le monde. C'est tout à fait ça. Célia Ducaju, on a aperçu dans les images qui ont défilé, qui sont quelques-unes des images extraits de la bande dessinée, on ne montre pas tout, il faut aller acheter la BD évidemment, on a aperçu des femmes. On est plutôt dans une histoire d'hommes, mais il y a un moment,
une rencontre avec un groupe de femmes. On peut imaginer que ça s'est réellement passé, ça, ou c'est difficile à imaginer? Non, quand même, on peut l'imaginer assez facilement parce Céline, dans ses recherches, a trouvé pas mal de témoignages, d'histoires, et c'est vrai que c'est un peu toutes ces petites histoires dans la grande qu'on voulait assembler pour créer la nôtre, et enfin, en tout cas celle d'Interlude. Et c'est vrai que les personnages féminins, pour nous, c'était important d'en montrer, et c'était aussi une réalité de l'époque. On a parlé d'ailleurs à sa grand-mère, à Céline, qui avait des histoires là-dessus, des ressentis, même si voilà, elle était petite à ce moment-là, mais c'était un point de vue qui nous paraissait important. Et puis je pense que voilà, pour raconter une histoire, il faut aussi assembler des visions différentes de plein de groupes de personnes ou de personnages pour qu'on puisse voir que tout n'était pas blanc ou noir non plus. Il y a pas mal de zones d'ombre, et donc ça rend le récit plus riche. Ouais, ça ne s'est pas toujours très bien passé entre les GI américains et la population des Ardennes, notamment avec les femmes, on peut dire ça. Exactement. Ouais. Mais vous l'éludez, ou en tout cas vous le transformez de manière positive dans votre récit. On a parlé de votre dessin, j'aimerais vous entendre vous-même sur votre dessin. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que, comme beaucoup de dessinateurs maintenant, c'est la palette graphique? Est-ce qu'il y a une recherche qui se fait au crayon avant? Comment est-ce que vous arrivez à ce résultat? Le dessin, pour moi, il est toujours très important, vraiment manuellement. Traditionnellement, j'ai besoin de ce contact avec le papier, le crayon ou d'autres médiums. Mais pour moi, c'était important de dessiner au crayon sur papier. Et puis après, par contre, les couleurs, c'est vrai qu'on est dans un objet qui finit par être imprimé. Et pour faire aussi de la peinture sur le côté, on se rend compte à quel point scanner, corriger des images, imprimer, on peut perdre pas mal cette lumière qu'on peut avoir dans des médiums traditionnels. Et donc là, on a fait le choix, comme c'est fait pour être imprimé et lu par le plus grand nombre, de faire des couleurs numériquement pour garder le plus de pigments, on va dire, possible. Et puis d'avoir aussi cette facilité pour un premier album de pouvoir mettre sur papier ce qu'on a en tête plus facilement au niveau des couleurs, en tout cas. Mais j'ai intégré plein de textures de papier, un peu de taches comme ça, pour donner ce côté traditionnel que moi j'affectionne, même s'il y a une partie digitale dans les couleurs. Parce que même si c'est numérique ou digital, il y a quand même beaucoup de dégradés et de finesse. Ce n'est pas des grands aplats de couleurs comme on peut voir dans certaines bandes dessinées. Oui, moi j'aime bien quand il y a ce mix, tout est très beau, et puis c'est en fonction du récit aussi, en fait. Quand on imagine une histoire où on a la mise en forme qui vient par rapport à l'histoire, l'image elle a pour servir le récit, et ici ça collait complètement de faire cette technique-là, et donc des fois il y a des choix qui s'imposent à nous. Une fois qu'on a lancé le projet, il y a une sorte de vie propre au projet qui prend forme, et on n'a pas toujours tous les choix. Je pense dans l'écriture ça doit être pareil, dans la musique ça doit être pareil. Il y a des choix où on se dit en fait je le fais parce que le morceau vit comme ça, ou mon écriture vit comme ça, et là voilà, ça faisait sens de travailler comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup toute seule sur les dessins? Donc le scénario c'est Céline Peters, ou est-ce qu'il y a eu un aller-retour entre vous? Et notamment sur le point de vue, quand on voit cette couverture par exemple qui est en plongée, donc une vision d'en haut, quand on voit d'autres cases ou d'autres pages qui ont un autre point de vue, quand on voit des images très oniriques qui font appel plutôt à la fantaisie ou à l'imagination, vous les avez testées avec Céline Peters, ou c'était vous toute seule? Il y a énormément d'allers-retours entre nous deux. On a vraiment un duo très organique. Donc même si l'écriture propre, c'est pour elle, et le dessin vraiment pur, c'est pour moi, c'était super important pour nous de travailler en équipe, et c'était beaucoup plus chouette aussi pour nous. Et puis en fait, ça nous a permis à chaque étape de faire des allers-retours, comme vous le disiez très justement. Et pour nous, c'était aussi important de faire des allers-retours avec des bêta-lecteurs, on va dire, à certains moments, pour voir si ça fonctionnait. Ouais. Parce que, en fait, c'est une étape qui, pour nous, fait vraiment sens pour savoir si ça marche. Parce que, voilà... l'impact que ça a sur le public. C'est ça, ouais, c'est ça. Comment ils l'ont compris? Est-ce qu'on doit adapter un tout petit peu notre écriture, notre dessin dans des passages plus complexes? Est-ce que... Et c'est vrai que faire ce genre de test, on adore, ça donne des retours concrets. C'est une manière de partager aussi, parce que c'est vrai que sinon on est toujours à son bureau à créer tout seul. Donc voilà, il y a le côté en équipe, du duo qui peut aller un peu plus loin aussi, avec des tests, des choix. C'est autre chose qu'écrire tout seul ou dessiner tout seul à la maison. Et donc vous avez avancé, l'histoire s'écrivait au fur et à mesure que toi tu dessinais, et puis comme une boucle comme ça. Il y a toujours une chronologie où l'histoire vient
tout de même d'abord. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, il y a des scènes que moi j'ai pu inventer par le dessin ou les ambiances que j'avais et qu'on a intégrées dans l'écriture après. Donc c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours à certains moments. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien, ce côté que l'un serve l'autre en fait. Ouais. Et c'est vrai que pour notre projet, notre nouveau projet, on a envie d'aller plus loin et de faire encore plus ce système de mélange et de perméabilité entre l'aspect visuel, l'aspect littéraire, parce que ça nous paraît important. En termes de création, vous parlez de nouveaux projets, Célia. C'est justement la question que je vais vous poser à tous les trois. On vient de voir votre actualité. Qu'est-ce qui est en préparation pour la suite? On commence avec Éléonore de Duve. Il y aura un nouveau roman? Il y a un nouveau texte début février. Ouais. Un texte et pas un roman, j'ai entendu la nuance. Il est intitulé Sophia, le texte. Et je ne sais pas ce qu'il est exactement. Une journaliste a parlé de roman. Mes éditeurs n'étaient pas certains. Je ne sais pas si c'est... en tout cas, c'est narratif. Voilà, c'est un texte narratif assez court. Il y a un début, il y a une fin, voilà. Mais c'est pas forcément un roman, c'est peut-être un peu de la poésie, mais c'est peut-être ni l'un ni l'autre aussi, et puis peut-être qu'on ne doit pas se poser la question. Voilà, et on verra bien. Célia Ducajou, donc ce sera de nouveau avec Céline Peters, la prochaine bande dessinée? Oui, la prochaine BD est toujours en duo. Ouais. Et ce sera sur quoi? On ne peut pas le dire. Voilà, une autre période, une autre histoire, mais encore au début du projet. Et en parallèle, vous continuez à faire de la peinture et de l'illustration? Oui, la peinture, je serai encore exposée à la Centrale jusqu'en février. Voilà, et alors on termine avec Thomas Champagne. Il va donc y avoir des concerts très bientôt pour la sortie de ce nouvel album Random House. Il y aura d'autres choses après? Il y a 3-4 dates. Là, on joue maintenant au donc 12 décembre Jazz Station, et puis on joue en février à Kortrijk. Et en fin mars, on joue le 28 mars, on joue à l'Anvers, à Liège. Donc il y a quelques dates. Et puis il y a aussi quand même un focus sur Gribou Jazz, parce que j'ai un projet jeune public. On a un deuxième spectacle qui tourne beaucoup. Et puis après, il y a toujours plein de projets, plein de groupes, et voilà. Rien de précis pour l'instant, mais beaucoup d'occupations. Ouais, on va vous remercier tous les trois d'être passés dans cette émission. Donato, c'est donc le roman ou le texte avec un début et une fin de Éléonore de Duve. C'est aux éditions Corti. Pour Thomas Champagne, Random House et l'album Keep It Up, c'est chez Bleu d'Anvers avec un concert à la Jazz Station le 12 décembre. Et pour Célia Ducajou, en duo avec Céline Peters, l'album Interlude qui est paru chez Dargaud. Vous êtes bruxellois ou bruxellois d'adoption? Vous mangez des kebabs? Absolument. Absolument. Depuis toujours. Ouais, vous êtes prêts à entendre parler de kebab pendant quelques minutes? Oui. On va accueillir Najad Slammer qui est déjà venu dans cette émission. Il est accompagné de Nathan Colson à la guitare et son texte s'appelle Kebabologue. Dans le ventre de ma mère, j'en ai mangé des choses. Le kebab, c'est ce que je préfère depuis quand on en cause. J'allume la télé, rien de neuf comme d'hab. J'éteins la télé, j'entends qu'il y a trop de kebab. Mon kebab est né dans l'ex-pays d'un arien. La haine sans frontières ne mène à rien. Monsieur Ménard irrigue les divisions, mais chez nous on a de tout, même des gens sans religion. Aiguisé comme le couteau de la broche qui coupe ce mélange de veau ou d'agneau. Beaucoup de débats entre kebabologues, qu'on l'appelle que grec, kebab ou nerdo. L'inspi est cachère, vous êtes les bienvenus. La bouffe est pas chère, porte-monnaie t'es nu. Ramène même ta chair, partage un menu, welcome si t'es menu. Ma chère, car j'aime les kebabs depuis le placenta. J'aime les kebabs depuis le placenta. J'aime les kebabs depuis le placenta. Enchaîner les kebabs, c'est mon Koh-Lanta. J'aime les kebabs depuis le placenta. Enchaîner les kebabs, c'est mon Koh-Lanta. J'aime les kebabs depuis le placenta. J'aime les kebabs depuis le placenta. J'aime les kebabs depuis le placenta. J'aime les kebabs depuis le placenta.
J'aime les kebabs depuis le placenta. Si t'es un facho, voici ma panenka. Exclu de l'équipe si t'es pas netman. Je sème de l'amour quand la planète cale. Kebabistanais depuis le placenta. Oui, c'est mon ami Akelenta. La lune est bleue, le ciel magenta. Quand je peux croquer dans ce bon petit tas. Le kebabologue, c'est un texte donc de Nadja Slammer, qui a publié ce livre, La carte de séjour. C'est aux éditions Maelstrom, comme souvent chez les slammers bruxellois. Et le kebabologue est un des textes qui se trouve dans ce recueil. Nadjad, avec Nathan Colson, sera aussi bientôt au Baume Café. Ce sera le 6 décembre, si vous avez envie de l'écouter en live. Et c'est d'ailleurs tout le mal qu'on vous souhaite. Aller écouter, voir, vivre l'art en public. Merci d'avoir été avec nous. C'était Connaissez-vous et on revient la semaine prochaine.